Bonjour à tous et me voici, Francis Gendron, pour l'ère des solutions. Je vais répondre à quelques questions. En fait, je vais répondre à plusieurs questions qui m'ont été posées sur la page Facebook par rapport à un article qui a été écrit par Archinia, qui est une dame, j'imagine, qui, en tout cas, qui a un site internet assez intéressant, www.archinia.com, et qui écrit un article sur les mauvais côtés du Earthship. Et dans le fond, je voudrais juste répondre aux questions parce que beaucoup de gens me posaient, voulaient savoir, bon, est-ce que c'est pas bon des Earthships ou tout ça. Premièrement, j'ai vu que la madame, jusqu'à un certain point, apprécie les Earthships et le design. Elle, ce qu'elle vient dire, c'est qu'ils ne sont pas pour tous les climats, qu'il faut faire attention à certains points importants et que oui, il y a certaines choses qu'elle croit qui ne sont pas bonnes dans les Earthships. Et donc, je vais passer au travers de ça et essayer de vous expliquer un petit peu mon point de vue en fonction de ma compréhension que j'ai actuellement des Earthships. Aussi, je voudrais juste citer le fait que moi, ma passion, ce n'est pas nécessairement les Earthships comme tels, c'est la meilleure chose ever. Dans le fond, la meilleure option possible pour le futur de l'humanité. C'est ça qui m'intéresse en vrai à moi. Et donc, je n'essaie pas du tout de défendre les Earthships présentement ou le concept des Earthships ou tout ça. Ce que moi je trouve vraiment intéressant avec les Earthships, c'est la direction qu'ils ont prise. Je suis tout à fait conscient qu'ils vont évoluer, qu'il va falloir les adapter à certains climats, qu'il va y avoir des failles, qu'il va y avoir des problèmes. Il n'y aura rien de parfait le premier coup, bien entendu. Par contre, il y a beaucoup de points qui ont été extrêmement améliorés parce que sur les 40 ans qui viennent de se passer, il y en a eu beaucoup d'améliorations, beaucoup de choses qui ont été des problèmes, qui ont réussi à améliorer. Et donc, je fais tout ça pour dire que je ne suis pas vendu Earthship. La seule chose que j'ai par contre, que je crois, c'est ma passion, c'est les choses, les meilleures solutions du monde. Et jusqu'à présent, le concept Earthship, c'est celui qui m'a été prouvé, que j'ai pu vérifier qu'effectivement ça fonctionne et tout ça. C'est la meilleure que j'ai vue au monde. Donc, mais je suis tout à fait ouvert. D'ailleurs, la raison pourquoi je dis dans ma conférence que c'est la meilleure présentement, c'est parce que j'espère que quelqu'un va venir me voir et va dire en fait, je pense pas vraiment que c'est la meilleure. Voici ce qu'il y a de mieux. Et à partir de ce jour, je vais faire des conférences sur ce sujet-là après l'avoir appris comme il faut, bien entendu. Et avoir confirmé que ça l'était. Donc, première chose, ils ne sont pas naturels. Les Earthships ne sont pas naturels. Elle dit dans le fond que les Earthships ne sont pas naturels. Et effectivement, lorsqu'on parle de maisons naturelles, des fois on parle de maisons saines, les maisons les plus saines ou les maisons les plus naturelles puis qui vont utiliser seulement des matériaux naturels, effectivement que les Earthships ne sont pas ainsi parce qu'eux utilisent des matériaux naturels et recyclés. Donc tout dépendant de la vision qu'on a, moi avant je me disais je voulais une maison 100% juste naturelle. Après avoir vu et lu et fait mes recherches et mes réflexions personnelles, j'en suis venu à la conclusion qu'on a tellement produit de déchets dans le passé. Et puis là, il y en a plus en fait que des matières naturelles au moment où est-ce qu'on est présentement, que selon moi, c'est important qu'on réussisse à joindre les deux et que dans le futur proche, que la société continue d'aller bien ou que ça aille un petit peu moins bien parce que soit environnementalement ou économiquement, ce qu'on va être pris avec, c'est des déchets et des matières naturelles, les deux et non pas juste un. On ne pourra pas revenir en arrière là, à l'époque des cavernes ou ça où est-ce que les gens se construisent des trucs avec juste du bois et des roches ou des trucs comme même. Mais je crois que, donc dans ma réflexion à moi, je crois que utiliser les deux, c'est extrêmement valable. Par contre, je comprends très bien les gens qui préfèrent aller pour le juste naturel, maison en paille, en chanvre, des choses comme ça, qui choisissent seulement des matériaux de qualité supérieure à l'intérieur de la maison. J'encourage les gens à faire ça aussi. They use too much concrete. Ils utilisent trop de ciment. Premièrement, ça c'est vraiment un choix. Là. C'est le choix du constructeur. Donc, c'est vrai que dans les modèles que Earthship Architecture construit à l'extérieur, le ciment est un gros avantage parce qu'il sèche beaucoup plus rapidement que les autres matières. Et donc, c'est vrai que lorsque, par exemple, ils déménagent de Taos jusqu'au Vermont pour construire un bâtiment, ils vont utiliser plus de ciment, ou on pourrait dire pas mal de ciment, parce qu'il faut qu'ils le fassent rapidement. Ils ont juste 3 semaines pour construire la maison complète, dans le fond. Sauf que lorsqu'ils sont à Taos, ils en utilisent beaucoup moins. Puis je connais des gens qui ont construit des Earthships au Québec, ou dans le fond, Alain et Hélène au Québec et ou à Taos, qui ont utilisé très peu ou pas de ciment dans la maison. Donc, c'est au choix du constructeur, il y a le moyen de faire les deux. C'est vrai que le problème avec le ciment, c'est que c'est pas très écologique, effectivement. Price is too expensive. Le prix est trop cher. Donc là, j'ai fait une vidéo complète de 15 minutes pour expliquer c'est quoi le prix du Earthship.
parce qu'il y a une variation extrêmement importante. Ça peut être beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher qu'une maison normale ou beaucoup, beaucoup plus cher qu'une maison... Non, un petit peu plus cher qu'une maison normale. Et donc, je vous conseille d'aller voir mon autre vidéo sur les prix pour vraiment comprendre c'est quoi qui fait les variations puis c'est quoi le potentiel de ça. Ok, donc là, on va entrer dans un sujet, probablement le sujet le plus gros de cet article par rapport aux pneus. Donc là, je vais diviser ma réponse en deux. Premièrement, la section qu'est-ce que moi je ferais, puis qu'est-ce que je connais jusqu'à présent pour les pneus, pour que les gens puissent choisir. C'est très important de comprendre qu'encore une fois, je ne dis pas qu'il faut le faire ou pas. Je vous conseille fortement d'aller voir. D'ailleurs, je vais mettre les liens en dessous du vidéo ici. En dessous du vidéo, il va y avoir tous les liens pour aller voir les recherches que Earthship Biotexture ont vues, ont eu accès des universités indépendantes, et que eux Archinia, je crois, suggèrent d'aller voir pour que la personne puisse prendre un choix éclairé sur l'utilisation ou non de pneus pour construire les murs de sa maison. Avant ça, il y a une petite partie dans la critique qui dit, là, dans le fond, elle compare un peu, dans le fond, elle dit, dans le fond, que demander à Michael Reynolds s'il faut utiliser des pneus, c'est un peu comme demander à Monsanto s'il faut utiliser des OGM. Puis là, je voudrais juste clarifier, dans le fond, parce que c'est quand même une énorme différence. Là, en fait, c'est pas une comparaison qu'on peut utiliser. Je crois vraiment que c'est injuste d'utiliser cette comparaison-là pour deux raisons. Premièrement, Monsanto fait énormément de profit sur leur invention comme telle, sur les OGM, dans le fond. Alors que, et en plus de faire du profit, ils financent les recherches qui sont faites. Donc ça, c'est le premier point, c'est eux qui financent les recherches, et la critique de ça, c'est souvent le fait que c'est eux qui l'ont financé, et donc ils pourraient financer les gens pour dire ce qu'ils veulent. Alors que Michael Reynolds n'a jamais eu d'argent, il n'a jamais eu l'intention de financer aucune recherche qui a rapport aux pneus, parce que lui, ça fait 40 ans qu'il vit dans un chip anyway, puis lui, il n'a pas peur pour sa santé par rapport à ça, et donc il n'a financé aucune recherche sur les pneus comme tels. Par contre, il y a des universités et des ingénieurs indépendants qui se sont prononcés sur le sujet, ça c'est un des liens que vous allez voir en dessous, qui se sont prononcés sur leurs études qu'ils ont faites eux, ou tout ça, et Recyc Québec aussi, avec qui j'ai parlé directement, qui se sont prononcés aussi sur s'il y avait un danger sur ça. Et les deux ont dit qu'ils n'en voyaient pas de danger, dans le fond, qu'il n'y a pas de problème. Et donc, le premier point que je veux faire, c'est que on ne peut pas vraiment comparer Monsanto avec Michael Reynolds, parce que Michael Reynolds, lui, n'a pas fait aucunement, c'est pas lui qui finance les recherches, c'est des universités indépendantes qui les recherchent pour voir si oui ou non. Puis c'est souvent pas dans le contexte du Earthship. C'est pour ça qu'il en manque un petit peu de recherche. Puis c'est pour ça que là, présentement, je dis pas oui ou non. Parce qu'il y a pas ou peu de recherches qui ont été faites directement dans un Earthship à calculer dans les particules d'air si on est capable de voir oui ou non la qualité de l'air, si elle est diminuée à cause de ça. J'en ai pas trouvé encore de recherche comme ça. Ça se peut qu'il y en ait. Je vais essayer de les trouver, mais j'en ai pas vu encore. Ce qu'on a comme recherche qu'apparemment, c'est des gens qui disent que les pneus, ça se dégrade et donc c'est dangereux. Puis il y en a d'autres qui disent c'est vrai que ça se dégrade, mais lorsque c'est encaissé dans un mur, donc avec soit du ciment d'un côté ou soit de l'adobe, et que ce n'est pas en contact avec les hautes températures, pas de friction, pas de produits chimiques, puis pas de transfert de chaleur vraiment important, dans ces cas-là, s'il y a quelque chose, c'est extrêmement minimal, et puisque un Earthship peut être très bien ventilé, surtout les nouveaux modèles, parce qu'il fait chaud à l'intérieur, vu qu'on peut très bien le ventiler, ben, il n'y a pas de danger pour la santé des habitants. Car il y a soit aucune off-gassing, soit il n'y en a aucun, ou soit il y en a extrêmement peu. Donc ça, c'est les deux côtés de l'argument. Pour revenir aussi, le deuxième point, là, pourquoi Michael Reynolds, c'est différent l'affaire, c'est que Monsanto, leurs recherches, ils les font sur des rats, puis ils les font sur des vraiment petits moments. 6 semaines, 3 mois, des affaires comme ça. Il vient de sortir un scandale sur ça, qui avait financé une recherche de faire manger des rats sur 3 mois seulement, alors qu'il fallait le faire sur 2 ans avant de voir vraiment des tumeurs et des trucs comme ça sur les gens. Donc c'est très différent de Michael Reynolds qui, lui, le teste sur lui-même, sur sa famille, sur ses amis, puis sur tous ses enfants et tout ça, puisque toute sa communauté au complet vit dans des maisons faites avec des Earthships, puis c'est lui que ça fait le plus longtemps qu'il le fait. Donc, c'est très différent. C'est comme si dire à Monsanto, OK, ben on va accepter les OGM. Si vous faites manger vos enfants juste des OGM pendant 10 ans de temps, eh bien là, dans ce cas-là, s'ils sont encore corrects, là, on va commencer à ouvrir les marchés pour les OGM. Donc, très, très différent. Ça ne peut pas du tout se comparer l'un à l'autre. Donc, ce serait la seule chose que je ne suis vraiment pas d'accord avec cet article-là. Pour tout le reste, je crois qu'il y a des vraiment, vraiment bons points qu'elle a fait, la madame, et je crois qu'ils sont importants à être discutés.
Maintenant, les pneus comme tels. Comme je disais, moi, personnellement, avec les recherches que j'ai vues, comme je l'ai dit, il y a les deux liens en dessous, celui de Archinia et celui de Earthship Biotexture, qui prouvent deux choses différentes. Mais dans le fond, ils sont d'accord sur une chose, c'est que si les pneus sont exposés à la chaleur ou aux rayons du soleil ou des produits chimiques, des choses comme ça, dans le fond, ils vont, oui, se dégrader et oui, ça pourrait être toxique. Donc, toutes les recherches que la madame Archinia démontre, entre autres, c'est des choses comme les jouets pour enfants faits avec ça ou les tapis de maison faits comme ça ou les tapis, les articles qui sont faits pour mettre dans une maison qui est mal ventilée mais qui continue d'être exposé. Tu sais, la chose est directement dans ta pièce où tu peux marcher dessus, où il y a du soleil qui vient frapper dessus. Il y a plein de facteurs et puis ces facteurs-là font qu'effectivement, c'est pas bon pour la santé de le faire. Elle cite aussi qu'il y a plein de matériaux qu'on a découverts dans les dernières années qui étaient des matériaux neufs et chimiques qui, tu sais, comme mettons du cheap rock ou des choses, des sortes de peintures aussi qui avaient des métaux ou des choses qui faisaient du off-gassing dans le fond, des éléments volatiles que les gens pouvaient respirer puis devenaient malades dans leur propre maison. D'ailleurs, la plupart des maisons modernes ont ce genre de problème-là présentement. Puis c'est tout à fait vrai. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que je suggère vraiment pas les nouveaux matériels, surtout pas les nouveaux matériels qu'il faut que tu payes pour, puis que ça recycle rien. Fait que c'est juste des problèmes. Là. Les nouveaux matériels, souvent, c'est toxique, c'est cheap, c'est fait en Chine, puis en plus, ça te rend malade dans ta propre maison. Pourquoi moi je m'intéresse spécifiquement aux pneus, c'est que c'est très différent de ça. C'est un matériau 100% recyclé. C'est-à-dire que on n'a pas créé un matériau toxique de plus, qui est un problème sur toute la ligne. On est pogné avec ce pneu-là en quantité industrielle. Puis c'est vrai que si on le laisse à l'air, il est un extrêmement gros danger parce qu'il peut prendre en feu premièrement. Puis s'il se fait frapper par les rayons du soleil, il continue d'émaner des gaz volatiles et tout ça. Ce que je trouve intéressant avec le pneu, c'est que lorsqu'il est compacté dans la terre, puis qu'on le recouvre de chaque côté pour plus qu'on le voit du tout, avec une bonne épaisseur d'adobe et ou de ciment, probablement adobe étant idéal si vous êtes capable de le faire. Puis au pire, si la personne a vraiment peur, tu pourrais mettre des pipes derrière sur la partie nord du mur pour être sûr que s'il y avait des gaz, ils sortiraient par là et non pas dans la maison. Dans le fond, ce serait une option qui serait intéressante à explorer. Donc, ce matériau-là est tout à fait, c'est tout à fait différent que de produire un nouveau. On est pris avec et donc on choisit de le réutiliser. Les avantages, bien entendu, il est gratuit, surtout au Québec avec livraison gratuite. D'ailleurs, ça c'est une autre des questions des gens. Là. Oui, effectivement, au Québec, vous pouvez appeler Recycle Québec et ils vont vous livrer gratuitement les pneus où là où vous les avez besoin. Chose très importante, par exemple, pour garder ce privilège-là, c'est extrêmement important que les gens le font de manière responsable seulement lorsqu'ils ont un vrai bon projet puis que c'est sûr qu'ils vont le faire puis qu'ils vont utiliser tous les pneus qu'ils commandent. Donc, c'est vraiment important que ce soit bien fait pour qu'on puisse garder ce privilège-là. Mais effectivement, on est très chanceux. C'est très facile d'avoir accès à une grosse quantité de pneus puis ça va être gratuit en plus. Et donc, moi, je vais même jusqu'à dire que si c'est vrai qu'une fois compacté sous la terre, puis là, j'ai hâte de voir les prochaines recherches qui vont sortir pour vraiment calculer les indices volatiles à l'intérieur de la maison. Mais si c'est vrai, je vais jusqu'à dire qu'utiliser les pneus, c'est faire rien de moins que de l'alchimie. Parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un déchet de la société d'avant, qui est un énorme problème, et avec du travail manuel seulement, aucune source d'énergie extérieure, on le transforme en quelque chose de mieux que de l'or pur, parce que l'alchimie, c'est transformer les ordures en or pur. Et on transforme ça en une maison autonome, qui est une énorme solution pour le futur. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est vrai que je continue à suivre les recherches puis que ça m'intéresse énormément puis que j'ai hâte qu'il en sorte à l'intérieur des Earthship comme tel, des gens qui prennent des qualités de l'air, des tests de qualité de l'air pour savoir ça. Mais si jamais c'est confirmé sur ce point-là, moi je vais être un grand défendeur de l'idée de le faire. Bien entendu, je laisse chacun faire ses choix et je ne prends aucune responsabilité. Si vous choisissez ça, vous l'avez choisi pour vous. Et moi, présentement, selon ce que j'ai vu jusqu'à date, puis vous pouvez aller voir les deux liens en dessous, je vais faire ma maison avec des pneus. Présentement, c'est mon objectif. Mais on ne sait jamais, les choses peuvent changer. Et d'ailleurs, si quelqu'un a une vraiment meilleure option que ça, je lui invite à l'écrire en dessous du vidéo pour que je puisse aller l'explorer. Je continue donc avec l'humidité. Oui, ok, bon, l'humidité, le problème, elle va jusqu'à dire que si vous êtes dans une région très humide avec plus de 50% d'humidité à l'année, dans le fond, elle ne conseille pas de faire lever la terre jusqu'en haut. Bon, encore là,
moi je dis ok, ben parfait, je vous invite les gens à ne pas le faire. C'est quelqu'un de très intelligent qui a dit ça. Donc, de ne pas le faire si vous ne vous sentez pas, si vous ne pensez pas que c'est une bonne idée. Par contre, jusqu'à présent, à Churty, moi, c'est eux qu'on peut référer parce que c'est eux qui en ont un depuis longtemps, eux disaient avoir une relativité d'environ 50% à l'intérieur de la maison à l'année de manière assez stable et d'être capable de gérer l'humidité de manière assez bonne. Puis il y a plusieurs conseils qu'ils peuvent donner pour améliorer cette performance-là. Une chose qui est sûre par rapport à l'humidité, c'est qu'il faut faire beaucoup plus attention que ce qu'ils font eux au Nouveau-Mexique. Donc, il faut poser des drains. J'ai des vidéos sur le drainage qu'ils ont fait à New York que je trouvais vraiment merveilleux. Donc, moi, mon opinion personnelle, c'est que c'est tout à fait possible de le faire même au Québec avec les berms, avec la terre dans le fond qui monte jusqu'au toit. Mais il faut juste faire une grosse emphase sur les protections avec des plastiques. Il faut en rajouter plus. Puis il faut faire plus de drainage, puis tout le tour de la maison, vraiment bien fait, puis investir les sous qu'on a besoin là-dedans, parce que c'est ça qui va garantir que l'intérieur va être confortable et qu'il n'y aura pas de problème d'humidité ou pas de problème de moisissure et tout ça. Elle, malheureusement, ne cite aucun exemple d'endroits où est-ce qu'ils ont eu des problèmes d'humidité, donc je ne peux pas aller voir qu'est-ce qu'elle dit. Je ne sais pas si elle en a vu qui ont eu des problèmes ou pas. J'ai cherché sur Internet, je ne vois pas vraiment de place où est-ce que qui l'ont bien fait puis qui voient des problèmes comme tels. Donc, pour l'instant, je crois que c'est une venue qui est encore à explorer. Mais sinon, la personne peut choisir de ne pas monter la terre jusqu'au toit, de le monter moins, ou de faire, sur son site internet, elle explique qu'est-ce qu'elle dit qu'il faudrait laisser des espaces d'air sur les côtés entre le mur et la terre pour avoir un flow. Donc, c'est sûr que ce serait moins performant, mais ça pourrait être intéressant aussi pour juste assurer qu'on ait une bonne aération. Donc, ce sont toutes des choses à explorer qui seraient assez intéressantes aussi. Au Nouveau-Mexique, ils vont s'acheter de l'eau embouteillée parce qu'ils n'ont pas assez d'eau de pluie. Bon, elle a vécu au Mexique, elle a vécu avec des gens qui ont vécu dans des earthships. Moi, j'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui va s'acheter de l'eau embouteillée pendant les 2 mois que j'étais là-bas. Quelqu'un va s'acheter de l'eau embouteillée parce qu'ils n'ont pas assez d'eau de pluie. J'ai entendu parler de certaines maisons qui louent, et puisqu'ils les louent, les gens consomment beaucoup, puis sans faire nécessairement attention, ou ils invitent des amis, ou ils organisaient un mariage dans le Phoenix, des trucs comme ça, et donc ils faisaient venir un gros camion citerne à l'occasion, lorsqu'il y avait des occasions comme ça, pour remplir d'eau. Puis je pense que quand on a des sections de sécheresse trop importantes, même certains locales font venir de l'eau à l'occasion. Mais la plupart du temps, c'est juste avec l'eau de pluie là-bas. De tout ce que j'ai vu et ce que j'ai parlé, moi, au local. Elle a d'autres statistiques. Je ne peux pas me prononcer. De toute manière, au Québec, nous, ça ne nous concerne pas du tout. Eux, ils ont 8 à 10 fois moins d'eau que nous au Québec. Donc, nous, au Québec, cette idée-là, c'est probablement la plus importante. Je vous encourage à partir des business, trouver quelque chose. Il faut absolument que dans le court terme, nos bâtiments utilisent l'eau de la pluie qui tombe sur l'eau, qu'on la conserve souterraine pour qu'elle reste bonne et qu'on l'utilise puis qu'on la redonne aussi propre ou plus propre qu'on l'a reçu. On renverse le cycle complètement en faisant ça, puis on en a en masse d'eau au Québec pour faire ça sans problème, à part bien entendu si c'est des gratte-ciels là, qui ont vraiment trop d'étages. Donc, ça c'est beau. The roof will leak. Dans le fond, elle dit que les toits vont toujours couler, mais là, je suis presque sûr, puis je suis allé voir son article, je suis pas mal sûr qu'elle l'a écrit avant le modèle global, parce que c'est vrai qu'avant, tous les modèles avaient des toits qui faisaient pour capturer l'eau, allaient vers l'intérieur comme ça. Et puis tous ces modèles-là, effectivement, puis Michael Reynolds le disait, on a des problèmes avec ça, ça coule à un moment donné, on est capable de le faire, mais un moment donné, ça va couler toujours à ce coin-là. C'est pour ça que le modèle global a seulement un angle de toit vers l'arrière. Et depuis ce temps-là, ils ont beaucoup moins de problèmes ou pas de problèmes de couler à l'intérieur. Donc, c'est juste d'avoir un toit qui a juste un angle. Puis si on fait ça comme il faut, puis qui est fait par des professionnels, le potentiel de chance que vous ayez des problèmes avec les toits qui coulent, moi, je crois, sont très minimes. The pump is loud. Il y a une pompe à l'intérieur qui recycle l'eau grise. Premièrement, c'est avec un timer ou avec lorsque les panneaux solaires sont surchargés, puis on peut l'arrêter quand on veut. Donc, si vous dérange, vous pouvez l'arrêter. Puis je suis sûr que ça existe, ou en tout cas que ça va exister dans le court terme, des pompes qui sont un petit peu moins bruyantes. C'est vrai que lorsque tu es dans la serre ou quelque chose de même, puis qu'elle part, c'est un peu fatigant. Mais je vous dis, en tout cas, moi, c'est pas quelque chose qui m'avait vraiment dérangé, là, jamais. Ils ne sont pas acceptés partout et le financement et les assurances sont très difficiles. Point absolument tout à fait vrai. Assurance, au Québec d'ailleurs, on a beaucoup de chemin à faire là-dessus. Il faut s'assurer qu'on puisse avoir des assurances.
le financement peut être plus difficile et ils ne sont pas acceptés partout. Tous ces 3 points-là, j'ai rien à dire là-dessus. Par contre, la seule chose que je voudrais ajouter, c'est que c'est vrai que ça va être difficile. Puis ça, je le dis toujours, là, ça va être difficile parce que n'importe quel truc qui vaut la peine d'être fait puis qui améliore vraiment les choses, au début, c'est difficile. Mais qu'y a-t-il de mieux à faire? C'est toujours ça mon principe, mon idée, là. C'est que qu'y a-t-il de mieux à faire que d'apporter des technologies qui vont, au lieu de détruire l'environnement par le fait qu'on vive, au contraire, le fait qu'on vive va améliorer l'environnement parce que c'est jusque-là que les Earthchips peuvent aller maximiser un impact positif sur l'environnement. Donc, je ne crois pas que c'est parfait, je ne crois pas que ça va être facile, mais je crois que ça vaut vraiment la peine de pousser dans cette direction-là. Et donc, ça prend des gens comme vous qui vont regarder pour les lois, qui vont contacter ou le faire par vous-même pour que tranquillement, puis qui vont faire des références aussi avec des architectes puis des gens qui peuvent avoir, tu sais, le plus de cerveaux qu'on va avoir qui vont aller dans cette direction-là, le plus vite ça va se manifester puis qu'on va avoir des maisons vraiment écologiques, économiques, accessibles, possibles de construire partout et qui vont maximiser un impact positif sur l'environnement en même temps. OK. Michael Reynolds was sued. Elle dit que Michael Reynolds s'est fait poursuivre par des gens pour qui il a construit des maisons. Tout à fait vrai. S'est fait poursuivre même plusieurs fois. Il le disait toujours lorsqu'il vendait les maisons que c'était des modèles expérimentaux. C'est considéré comme de l'architecture expérimentale. Et donc, lorsqu'on fait ça, la personne qui l'achète doit comprendre qu'il prend un risque. Je ne sais pas comment ça a été dit, si ça a été bien expliqué et tout ça, donc là, je ne sais pas de défendre personne, là, mais c'était clair qu'en achetant un chip, il y aurait des risques potentiels et que c'était pas sûr à 100% que ça allait bien marcher. Surtout, si on recule il y a 10 ans ou avant ça, c'était totalement expérimental, ils réessayaient des nouveaux modèles à chaque fois. Là, ça fait à peu près 10 ans que ça s'est calmé un petit peu dans le sens que les évolutions sont un petit peu moins... Il y a des belles évolutions, des belles choses qui s'apportent, mais leurs modèles, ils ont beaucoup plus d'expérience maintenant, puis là, ils sont beaucoup plus performants et beaucoup moins d'erreurs à l'intérieur, donc il y a moins de possibilités pour se faire poursuivre et des choses comme ça. Mais dans son histoire à Michael Reynolds, effectivement, il s'est fait poursuivre à plusieurs reprises parce que les maisons ne performaient pas au niveau que la personne le voulait, ou il y avait des problèmes que ça coulait, ou des choses comme ça, parce que justement, il essayait des nouveaux concepts complètement. Puis c'était souvent des maisons qui coûtaient moins cher et tout ça. Et donc, oui, il y a déjà eu des problèmes avec tout ça dans son expérience. Au fur et à mesure, il devenait meilleur. Dernière chose, donc moi et elle, dans le fond, je crois qu'on est d'accord sur un point. Ça, c'est sûr, on est d'accord sur le point que ça ne va pas être facile, comme je le disais tantôt. Mais, qu'y a-t-il de mieux à faire? C'est à ça que je vous invite à réfléchir. C'est à savoir... Là, dans le fond, les bâtiments, présentement, là, c'est un gros problème. Là, parce que l'habitation, c'est une énorme partie de notre impact écologique. Et puis, le fait même qu'on vive dans ces maisons-là, on continue de l'aggraver, et qu'on sait qu'on s'en va vers un mur, qu'on va frapper un jour. Donc, soit on attend de frapper ce mur-là, puis après ça, on essaie de trouver des solutions, ou avant de l'avoir frappé, on essaie de trouver des solutions, puis on commence à les appliquer tout de suite. Non, ce ne sera pas facile, mais qu'y a-t-il de mieux à faire? Méditez là-dessus. Et j'espère que, en tout cas, ça a répondu à plusieurs de vos questions et n'hésitez pas à m'en écrire d'autres. À la prochaine. OK, 3 autres petites questions qui m'ont été posées par d'autres personnes. Bon, premièrement, on me pose la question du gel sous la fondation. Qu'est-ce qui arrive avec le gel sous la fondation? Est-ce qu'il faut s'assurer que ça ne descend pas jusqu'en dessous? Oui, effectivement, il faut s'assurer que le gel ne descend pas en dessous des fondations. Ce qui est merveilleux, c'est que par expérience, on sait que les pneus, même si ça gèlerait en dessous, ce serait beaucoup moins grave que le béton. Parce que le béton, le problème, c'est que c'est un point stable. Et donc, si ça gèle de manière inégale en dessous, ça peut craquer. Parce que ça, c'est juste comme un gros bloc. Tandis que les pneus, si ça gèle de manière inégale, ils sont capables de bouger un tout petit peu, sont un petit peu flexibles. Et donc, si jamais ça allait geler en dessous, ce serait beaucoup moins grave que le béton. Mais dans le design du Earthchip, c'est toujours designé pour que, vu qu'on monte la terre tellement haut jusqu'au toit, ben, c'est impossible que le froid se rende. Puis en avant, c'est qu'on rajoute beaucoup d'isolation pour s'assurer que le froid ne puisse pas se rendre jusqu'en dessous des pneus, donc des fondations de la maison. Donc ça, c'est répondu. D'où viennent les pneus? Au Québec, on peut faire affaire avec Recycle Québec. Comme je le disais, c'est très important que ce soit bien fait pour garder ce privilège-là. Mais effectivement, on peut faire venir les pneus qu'on a besoin
chez vous, dans le fond, ils vont les livrer chez vous. Sauf que c'est très important qu'on le fasse bien parce que sinon, on va peut-être perdre ce privilège-là. Donc, toujours fait pour des projets qui sont sérieux. Lorsque vous savez que vous allez le faire, vous avez vos permis, puis que c'est du solide, là, vous pouvez les appeler et vous aurez les pneus que vous avez besoin pour construire votre maison. Dernière question, les grandeurs possibles pour les pièces, soit en U, soit pour le modèle global. Donc, global qui est un grand rectangle ou les modèles en U, comment grand on peut faire? Les choses... il vous en reste 50 à explorer. OK, oui, puis les styles loft. Est-ce que c'est possible de faire un loft? Donc, la réponse à ça, c'est que en U, lorsqu'on fait des U, c'est à peu près 20 pieds de large, 20 à 25 pieds de large maximum que ça peut être. Donc, si on fait des U, la largeur maximum serait 20 à 25 pieds la plupart du temps, tout dépendant le toit qu'on fait puis d'autres choses comme ça. Puis la profondeur, habituellement, c'est 20 à 25 pieds aussi pour que le soleil puisse se rendre assez profondément en arrière. 20 à 25 pieds à peu près. Donc, ça, c'est pour les modèles en U. Pour les modèles globales, et c'est dans ce cas-là qu'on peut facilement avoir des lofts, c'est un rectangle qu'on fait. La grandeur, la profondeur, c'est à peu près 25 pieds pour deux raisons. Parce que les vigas de bois, lorsqu'ils sont plus longs que 25 pieds, coûtent beaucoup plus cher. Puis l'autre raison aussi, c'est que le soleil, on veut qu'il se rende le plus loin possible à l'arrière. Donc, 20-25 pieds de profondeur, donc de sud au nord. Puis de est à ouest, ça, c'est vraiment vous qui choisissez la grandeur. Puis vous pouvez le laisser en loft si vous voulez, ou faire des séparations à l'intérieur, c'est vraiment au choix. Donc, si vous avez un 25 ou un, mettons, 22 par 50, vous pourriez le laisser en un grand loft ou juste avoir une toilette puis un grand loft, ou vous pourriez le séparer en autant de pièces que vous voulez à l'intérieur. À l'intérieur, de toute manière, ce ne sont pas des murs porteurs, ce sont seulement des murs de séparation, donc il n'y a vraiment aucun problème. J'espère que ça répond à vos questions. Merci beaucoup. Salut!